interaction que j'étudie depuis plus de 25 ans qui est passionnante. Alors cet après-midi, dans 15-20 minutes, je vais vous faire une présentation évidemment reliée aux professions et sur comment les technologies vont modifier les professions, notamment juridiques. En deux temps. Dans un premier temps, en fait, je voudrais voir comment les professions traditionnelles vont utiliser les technologies et comment la techno pourra être considérée comme un outil. C'est le terme que j'aimerais que vous reteniez, outil proposé à ces professionnels du droit. Et dans un second temps, en fait, j'envisagerai comment ces mêmes nouvelles technologies vont apparaître comme un outil intégré par les professionnels du droit, et dans le second, ces nouveaux métiers qui sont susceptibles d'apparaître. Alors, je ne vais pas parler des éditeurs juridiques, parce que Xavier Beauchamp-Tremblay va le faire. Alors, je peux le présenter, moi, parce que je le connais beaucoup mieux que Mustapha. Et je vais le présenter parce que c'est le président de CANI, et CANI, vous le connaissez tous. C'est une... je ne dis pas ça parce qu'il est là, mais parce que c'est un vrai outil disruptif qui offre des outils accessibles à un prix très abordable, dans la mesure où il est payé, je vais peut-être en parler, mais il est payé par les cotisations généralement des barreaux, et de tous les lits, de tous les legal institutes qui existent dans le monde, c'est celui, selon moi, avec le meilleur modèle d'affaires, et avec en plus, sur le plan visuel, un aspect, une fonctionnalité assez troublante d'efficacité. Donc, c'est de ça, j'imagine, que Xavier va vous parler. Alors, les vieux métiers, justement, vieux métiers qui doivent être considérés, en fait, au regard des nouveaux outils. Je verrai dans un premier temps cette nécessaire technicisation des professions, que ce soit notariale ou juridique. Nécessaire technicisation, mais qui, de l'autre côté, doit être regardée aussi avec une certaine appréhension. Puis appréhension, comprenez-le dans les deux sens du terme. Appréhension dans le sens où il faut que ce soit maîtrisé, mais appréhension aussi parce qu'il peut y avoir des pertes, il peut y avoir des peurs associées à ces nouveaux outils. Comme juriste, avec une tradition qui nous appartient, c'est important de regarder aussi ce qu'on est susceptible de perdre, de gagner, mais aussi de perdre. Alors sur cette technisation nécessaire, j'aimerais 4 éléments. 4 sous-éléments sur lesquels, selon moi, cette technisation est nécessaire. D'une part, c'est une nécessité qui est un peu contre nature, dans le sens où il y a une opposition frontale entre le droit d'un côté et les technologies de l'autre. Opposition frontale, en termes de direction, le droit est une science de la réaction, avec un regard forcément dirigé en arrière. Le droit, c'est voir des lois qui ont été votées, des jurisprudences passées. Le principe de common law est basé sur des anciennes décisions. Donc il y a toujours un regard dans le rétroviseur quand on regarde le droit, alors que l'informatique, c'est le présent. C'est le présent, la simple ligne de code va avoir une incidence directe sur ce qu'on a voulu y mettre. Deuxième point, c'est qu'il y a une position frontale en termes d'interprétation. Le droit implique nécessairement la médiation d'un interprète. Il y a presque une sorte, d'une part, de non-autonomie du droit. Il faut absolument passer par l'œil et par la voix d'une personne. Alors, j'évoquerai très brièvement si cette personne peut être une personne virtuelle, mais sans doute pas. Mais donc, interprétation nécessaire qui est aussi associée à un caractère presque vague, inhérent, alors que dans l'informatique, il y a un lien direct avec ce qui est écrit. Il y a une sorte d'autonomie du code lui-même qui fait que, là encore, on a une opposition frontale. Opposition frontale en termes de langage, dans la mesure où le droit est basé sur un langage naturel, alors que l'informatique dispose d'un langage spécifique. Et pour travailler avec pas mal de disciplines, je dirais que travailler avec les informaticiens, c'est avec ceux avec lesquels j'ai plus de mal de travailler. Les gens de HEC, ça va assez bien, surtout qu'il y a un aspect assez pratique aussi chez les gens de gestion. Travailler avec des sociologues, des philosophes, ça se fait, encore une fois, du fait d'une communion de langage. Avec les informaticiens, souvent, c'est plus compliqué, ça demande une adaptation au niveau de langage qui n'est pas toujours aisée. Donc, nécessité contre nature, mais nécessité aussi dans la nature du droit. Parce qu'en dépit de ces éléments de contre-nature, je dirais qu'on n'a pas d'autre choix que d'interagir avec les informaticiens.
Et je vais faire un petit encart théorique, mais pas très long, en citant en premier lieu le théoricien qui est, j'ai oublié son prénom, c'est Amselec, qui définit un petit peu le bon droit comme étant une science qui tente de concilier ce qui est et ce qui doit être. Donc, d'après sa vision de la théorie du droit, il y a d'une part un critère qualitatif sur l'idée construite qui est derrière en fait une loi, une jurisprudence ou un autre précepte plus juridique. Et il y a un deuxième critère qui est un critère plus qu'il appelle de fidélité descriptive, c'est-à-dire d'application en fait avec l'appréhension, excusez-moi, c'est pas la bonne page, avec l'observation de faits qu'il essaye de considérer. Pour reprendre un autre auteur, Vittorio Villa, il y a en fait deux modèles généraux de connaissance, l'un prenant le contact avec la réalité, donc la fidélité descriptive d'Amselec, et de l'autre la mise en avant d'un préalable construit plus subjectif. Et donc c'est donc cette nécessité de calquer la réalité, et ce qui devrait, c'est cette vision critique construite que l'on se doit d'avoir vis-à-vis de changements, et notamment des changements de nature technologique. Donc je reprends toujours cette dichotomie. Donc au niveau de la fidélité descriptive, il est nécessaire d'être connecté, si vous me permettez le jeu de mots, avec les changements, les effets que vont avoir les technologies. Et donc, il y a une nécessité de se connaître l'un l'autre, le droit et l'informatique. Et au niveau de la construction subjective, il est important, me semble-t-il, d'introduire du doute dans la tête des informaticiens. S'ils étaient là, je crains qu'il n'y en ait pas dans la salle, mais je leur ai déjà dit dans d'autres forums, souvent, ces programmes informatiques peuvent être considérés comme des petits royaumes, avec des petits rois, des territoires qui sont en mesure de vivre en autarcie. Une certaine autonomie de ces logiciels, par exemple, sur lesquels il est important d'avoir un certain contrôle, d'autant que ces zones sont sujettes à une certaine opacité. Celui qui a un peu argumenté sur ces éléments-là, c'est Larry Lessig, à la fin des années 90, où il identifiait qu'il fallait vaincre l'opacité inhérente à pas mal de logiciels. On le voit avec Google, il est impossible de savoir la nature des algorithmes que Google utilise pour faire ses recherches. Tout le débat qui a eu lieu avec Microsoft à la fin des années 90 était associé sur l'ouverture du code à des tiers pour être capable de mesurer les éventuels biais qui étaient associés à ces codes-là. Avec l'intelligence artificielle, il est important d'ouvrir le capot, j'en parlerai, pour voir s'il y a des biais qui sont discriminants au sein de ces logiciels-là. Donc, au niveau de cette construction subjective que le droit est susceptible d'apporter, il est important d'assurer, de vaincre plutôt ces zones d'opacité. Et d'après les SIG, il y a 4 moyens. Il y a d'une part le code qui doit être transparent, il y a le marché qui, dans certains cas, peut avoir une forme de régulation, les normes sociales et évidemment le droit. Donc, et j'en parlerai plus tard, mais je participe à une déclaration qui s'appelle la déclaration de Montréal pour une intelligence artificielle responsable qui est exactement dans cette nature, en totale connivence avec les informaticiens, qui sont conscients en fait des dommages et des dommages qui peuvent être associés à des outils très, très performatifs. Troisième élément, et je vais aller beaucoup plus vite sur la fin, qui fait qu'on doit avoir une connexion. Je ne veux pas vous laisser paraître, parce qu'en fait je suis assez technophile, je suis un peu comme Michel Serres, parce qu'il y a deux engences. Il y a les philosophes qui sont très optimistes par rapport aux technologies, comme Michel Serres, puis il y en a un certain nombre qui sont très réfractaires. Moi, j'aime beaucoup les écrits de Michel Serres, et comme disait par exemple Ethan Katch en 1989, il y a des atouts indéniables avec les technologies. Donc, cette nécessité de connexion à la technologie, elle est d'abord et surtout associée à l'immense efficacité que les technologies supportent. On l'a vu avec les citations que Raphaël a citées tout à l'heure, il est impossible de revenir en bien des cas en arrière. Donc en termes d'accès, de quantité, d'altérabilité, de transmission, l'informatique a permis, et en termes d'édition, a permis des avancées absolument considérables. Ceci dit, je suis obligé de vous citer aussi certains réfractaires comme Ellul. Ellul, c'est intéressant parce que c'est un prof de droit français, spécialiste d'histoire, histoire du droit,
qui, au début des années 50, a complètement migré sur l'analyse du technique et a fini sa vie avec un livre, notamment, qui est très intéressant, un peu pamphlétaire, mais dans les années 86, je pense. Un livre qui s'appelle Le bluff technologique, qui était au contraire très réfractaire sur ce que les technologies sont susceptibles d'apporter. Donc, nécessité d'être connecté, et ceci dit, puis je ne vais pas rentrer dans le détail, mais toujours cette situation un petit peu factuelle, il faut quand même, on l'a vu ce matin, l'état d'intégration aux technologies est encore très timide. On l'a vu avec le code de procédure civile qui, même si tout est fait maintenant pour faire du dépôt électronique, il n'y a pas de dépôt électronique, ou quasiment pas, qui se font au Québec. Le code, depuis 2016, l'autorise, mais c'est sous réserve de la capacité des tribunaux à accepter ce dépôt, donc non plus d'une requête dans un format papier en tant d'exemplaire avec le sceau du huissier au dos. On peut maintenant théoriquement déposer ça dans un format PDF, sous réserve, encore une fois, et c'est ce qui fait que ça ne se fait pas, sous réserve de la capacité d'acceptation du tribunal de recevoir de tels documents. Donc très timide, une timidité qui se voit aussi que pensez-y, la seule obligation technologique qu'un avocat a au regard du code de déontologie, c'est celui d'avoir un courriel. Depuis 2013, effectivement, comme avocat-avocate, vous êtes obligé formellement d'avoir un courriel, mais on s'entend que ce n'est pas fort comme obligation. Rappelez-vous, en 2004-2005, le barreau avait tenté de rendre obligatoire un système de transmission sécurisée des courriels, justement. Parce que dans la loi concernant le cadre, il y a une obligation d'avoir un niveau de sécurité adapté aux documents que vous transmettez. Dans les faits, le barreau n'a jamais voulu rendre ça obligatoire et avait suggéré, recommandé que de tels outils qui avaient un coût soit utilisés par les avocats, mais avec, dans les faits, l'entreprise qui proposait des services a disparu. Donc, une technicisation pour les anciennes professions qui est nécessaire, mais qui est appréhendée, encore une fois, au regard de cette double compréhension, à savoir maîtrisée par la main humaine, on s'entend, et aussi appréhendée dans le sens de peur susceptible de nous émouvoir eu égard aux pertes susceptibles qu'elles sont susceptibles d'occasionner. Et là-dessus, je vois pas le professeur Davy qui référait au poète scandinave. Je vous citerai un texte que j'ai retrouvé en préparant ma conférence, le texte de 1989 de Norman Cousin, qui était un médecin. On va noter qu'il a été absent durant l'après-midi. Ce sera à son dossier informatique. Un texte de Norman Cousin, qui était médecin de formation, et dans un texte qui s'appelait The Poet and the Computer, qui établissait en fait que le cerveau électronique ne permet pas non plus de mettre un homme en relation avec ce à quoi il doit être relié. La possibilité d'un épanouissement créatif, la mémoire de la race, c'est une traduction un peu étrange peut-être là, mais et les droits des générations à venir. La raison pour laquelle ces problèmes sont importants à l'âge informatique est qu'il y a une tendance à prendre les données pour de la sagesse, à confondre la logique avec des valeurs, l'intelligence avec la perspicacité. Je trouvais intéressant de citer, un peu comme le faisait Camus, cette tendance à privilégier le réflexe à la réflexion, qui est souvent une propriété que l'on associe au numérique et qui est amplifiée par cette vitesse qui n'invite pas tellement à la réflexion, et vitesse à laquelle l'information circule et auquel est associé un peu le peu d'analyse. Donc, il y a derrière cette notion d'appréhension une tendance aussi parfois un peu irrationnelle à l'usage des technologies qui en bien des cas sont fort utiles, mais en bien des cas ne le sont pas. Ivan Illich, un auteur aussi des années 60, qui avait notamment au regard notamment d'une vision écologique, montré que toutes les énergies que nécessitait la création d'une auto, en fait, avait une traduction sur l'esprit humain de l'équivalent de marcher à 6 km/h. Donc pour lui, toute l'énergie qui était instrumentalisée autour de ces aimants-là n'amenait presque rien à l'humain au regard de toutes les inconvénients secondaires qui pouvaient y être associés. Moussa Famiki a organisé
dans une salle flamboyante, surtout quand on la compare à celle-ci de la Cour de cassation en France, une série de conférences sur la blockchain. Et je me suis permis de faire un texte un peu pamphlétaire dans une revue qu'il dirigeait sur la blockchain. Et puis avec, peut-être que plusieurs personnes riront de moi dans 10 ans. C'est un côté très intuitif, mais la blockchainisation à outrance m'apparaît un phénomène de mode sur lequel il faut, encore une fois, avoir une vision sensiblement critique. J'étais à une conférence en Europe la semaine dernière, et là encore, on disait par exemple l'assureur qui va utiliser la blockchain pour être capable de payer les assurés plus rapidement. L'assureur, il veut absolument pas payer davantage chez l'assuré, là. Donc il y a éminemment de situations où la blockchain, me semble-t-il, sont plus de la poudre aux yeux qu'une véritable solution efficace. Et donc les problèmes de technologie dans ces cas-là doivent être considérés avec une certaine suspicion. Donc, si nous commençons par les certitudes, dit Bacon, nous finirons par des doutes, mais si nous commençons par des doutes et nous sommes patients avec eux, nous finirons par les certitudes. C'est un texte que l'on trouvait notamment dans le texte de Norman Cousins que j'ai évoqué tout à l'heure, The Poet and the Computer. Donc, une certaine appréhension aussi, dans la mesure où très souvent, ces changements de technologie doivent être considérés avec une forme de revendication. Comme disait Stigler, je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis revendicatif, car très souvent des nouvelles lois dans le domaine de la technologie sont des prétextes à porter atteinte à certains droits. Et le meilleur exemple pour moi, c'est le domaine du droit criminel, où on a développé en France comme au Canada, c'est notamment toutes les lois Harper avant que le beau Justin arrive en disant qu'il allait tout balayer, il n'a absolument rien changé, des lois qui donnent de plus en plus de pouvoir aux organes de surveillance. Et ce qui était intéressant dans les deux cas, c'est qu'on disait que ces lois étaient neutres sur le plan technologique. Poudre aux yeux, ces lois ne sont pas neutres, elles occasionnent évidemment un contrôle beaucoup plus présent. Monsieur le Président, ça fait combien de temps que je parle ? Trop. Donc, je me suis désolé. Si vous saviez à quelle heure je me suis couché en plus et levé pour préparer ces éléments-là, alors je vais en une minute. Non, je vais. En fait, j'aurais pu aussi vous parler sur les nouveaux métiers, et je vais donner un élément. En fait, je pense, on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle. Je crois qu'en matière d'intelligence artificielle, il y a un élément juridique, il y a des nouvelles professions qui vont être générées, et là-dessus, Caribin Niclef avait une très bonne phrase qui disait que je suis moins, selon lui, il y a moins de problèmes avec les métiers qui vont disparaître qu'avec les nouveaux qui vont apparaître. Et dans les nouveaux métiers qui vont apparaître, c'est effectivement ces gardiens des données, qui actuellement sont assujettis à des règles de responsabilité qui sont ridiculement faibles. Et je crois qu'on n'aura pas le choix d'instituer des nouvelles obligations de transparence, de documentation de la part de ces entités, de ces méga-entités qui possèdent énormément de données et qui ont un immense contrôle sur eux-mêmes. Il va falloir qu'on ouvre le capot, qu'on les oblige à ouvrir le capot pour, en bout de ligne, avoir des instances privées, publiques, si les modalités restent à déterminer, pour déterminer ce que font ces entreprises avec ces données. Et c'est le cas de Facebook qui, de manière volontaire, en 2011, avait autorisé, et c'est là-dessus d'ailleurs que sans doute une sanction de tour de 3 milliards va être imposée. C'était suite à une négociation volontaire, si vous me permettez le pléonasme, qui avait été faite en 2011, où Facebook avait accepté que le Federal Trade Commission des États-Unis regarde à l'intérieur comment les données sont utilisées. Donc ça, je pense, dans les nouveaux métiers que j'aurais pas le temps de traîner, je m'en excuse du fait de la mauvaise gestion de mon temps, je crois qu'il y aura forcément des nouvelles responsabilités qui vont apparaître. Merci, Monsieur le Président.